Bonjour et bienvenue à cette classe de maître. La série Classe de maître est une initiative de la division Travail et organisation du Regroupement québécois de psychologie positive. Cette série vous propose des entretiens avec des personnes chevronnées en psychologie positive appliquées en contexte organisationnel. Ces personnes sont des spécialistes en recherche ou en intervention pratique. Chaque classe de maître s'adresse à un public familier avec le thème choisi et permet d'approfondir ce thème spécifique, de partager et d'échanger sur leurs expériences et cas vécus, de transmettre les apprentissages et leçons apprises à travers leurs expériences et recherches, permet enfin d'explorer les pistes de développement et de recherche. Bon visionnement. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, aujourd'hui, on a l'occasion d'avoir avec nous Robert Valran, qui est professeur titulaire au département de psychologie à l'UQAM. Donc, bonjour Robert, Bonjour, j'espère que ça va bien aujourd'hui. ça va très bien toi-même, Philippe. Ça va super bien, merci. Donc, écoute, je vais prendre le temps de t'introduire un petit peu plus pour les gens, évidemment, plusieurs te connaissent, peut-être qu'il y en a qui te connaissent un petit peu moins. Donc, Robert Valmont, qui est professeur titulaire au département de psychologie à l'UQAM, qui est aussi détenteur là, de la chaire de recherche du Canada de niveau 1 sur les processus motivationnels et le fonctionnement optimal. Robert, qui a publié une douzaine d'ouvrages et plus de 400 publications scientifiques avec plus de 100 000 citations aussi scientifiques, ce qui est absolument remarquable, là, mes félicitations, Robert, là-dessus. Robert aussi qui a été président de la Société canadienne de psychologie, aussi président de l'IPPA, donc l'International Positive Psychology Association, et qui a été élu fellow de la Société royale du Canada, de la Société canadienne de psychologie et aussi de l'American Psychological Association. Donc, vraiment, là, une carrière extrêmement prolifique. Je félicite encore une fois, Robert. C'est vraiment un honneur de t'avoir avec nous. Donc, merci de prendre un peu de temps aujourd'hui. Ça fait plaisir, Philippe. Ça fait plaisir de parler justement de psychologie positive, de recherche, un petit mot sur l'intervention. Et puis peut-être mentionner aussi que pour nos amis québécois, là, que j'ai été aussi président de la Société québécoise pour la recherche en psycho. Donc, j'ai été impliqué au niveau québécois aussi, peut-être dans une vie antérieure. Là. Ça fait plusieurs années, mais je reste toujours en contact quand même. Oui, oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, nombreuses distinctions que j'ai pas eu le temps de mentionner nécessairement. C'est ça, vraiment, il y a toutes sortes de prix et de distinctions importantes là, que tu as obtenues. Donc, merci encore une fois, là. Écoute, Robert, je voulais savoir d'abord, euh, je sais que ta thématique, c'est vraiment la passion, c'est la motivation aussi. Ça a été vraiment ta marque de commerce là, au niveau de ta carrière, tes contributions. Je veux savoir, est-ce que tu peux me parler un petit peu aussi à tiers de ça, de toi en tant que tel, puis de savoir qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur ces sujets-là. Peut-être si tu peux nous parler de ton parcours, comment ça a commencé tout ça, puis pourquoi la passion, en fait, puis comment ça s'est développé aussi. Ouais, ben là, ça dépend combien de temps qu'on a, là, mais euh, parce que quand j'embarque dans quelque chose qui m'est dans lequel je suis passionné, là, ça peut y aller un peu dans toutes les directions. Mais peut-être te dire que peut-être ce qui m'a amené peut-être où je suis, ça a été peut-être d'accepter d'aller voir mener des choses qui m'intéressaient, être curieux un petit peu, dans le sens que aussi longtemps que je me souvienne, mon père faisait une patinoire dans le cours, puis c'était important là, de faire de l'activité physique, du sport, et puis mener des études. J'ai toujours tripé dans les deux. Euh, c'est intéressant que c'est ma mère qui me rappelait ça il y a une couple d'années. Elle dit, tu te souviens-tu que l'été a mené, là, que tu faisais monter des amis dans la rue, puis tu leur donnais des dictées, que tu faisais le professeur? J'avais peut-être 8 9 ans. J'avais oublié ça. Mené, je me prenais pour le professeur, mené, puis après ça, on allait jouer plein de sports, etc. C'est comme ça a toujours été avec moi, les études et tout ça. Et puis, euh, après ça, le sport a fait une partie importante. J'ai fait l'équipe du Québec au basket. J'ai eu un scholarship pour jouer au basket à Trois-Rivières à l'époque, et puis à McGill après. Et puis j'étais vraiment tripé pour basket, sans négliger les études. Et puis, fait ma maîtrise à McGill. Et puis après ça, ben, là, je me suis rendu compte que c'était la psychologie. Au début, c'était la psychologie du sport, puis après ça, oups, c'était psychologie sociale en général. J'ai fait, après le doctorat de Montréal, j'ai fait des études postdoctorales à l'Université Waterloo. Puis c'est là que j'ai vu Waterloo a été un game changer. Là. C'était vraiment, là, OK. Là,
C'était le département à l'époque de psycho au Canada et en Amérique du Nord. Et il y avait la psyché sociale était tellement forte. Je travaillais avec Mike Ross, mais Mark Zana aussi, John Holmes, Mel Lerner. J'ai vraiment trippé. Puis j'ai vu aussi comment la recherche se faisait là, quand tu dis là, tu passes aux ligues majeures, oh boy, OK, c'est ça le game, OK, c'est ça que ça prend, OK, c'est comme ça qu'ils font ça, la supervision, le travail avec les étudiants. Mike Ross qui partait donner une conférence à New York, il revenait le lendemain pour être à 9 heures, puis sa porte est ouverte pour les étudiants. Je dis, OK, OK, il y a une présence. Puis éventuellement, ben, je me suis rendu compte que à travers tout ça, que c'est ça que je voulais faire. Je me souviens d'un cours au bac sur méthode de recherche euh, qui avait été donné, puis je me souviens d'avoir les yeux qui me sont ouverts gros comme ça. Je dis, oh boy, c'est ça que ça sert, la méthode de recherche. J'aurai besoin de ça plus tard. Je sais pas comment, je sais pas, mais j'aurai besoin de ça. Puis Mané, le wow. Puis Mané, ben, j'ai continué à jouer au basket jusqu'à tout dernièrement. Là. Je continue à shooter, aller au parc, etc. Mais donc le basket est toujours là, mais sûrement c'est la recherche, c'est la supervision. Puis quand j'ai créé le laboratoire, j'ai commencé à Guelph. Après ça, après le postdoc en Ontario, à l'Université de Guelph. Puis quand l'UQAM m'a fait une offre intéressante, ben, que j'ai créé le laboratoire de recherche sur le comportement social. Ben, dès le point de départ, tout ce que j'ai vécu comme étudiant, comme prof, jeune prof, etc., il y avait trois objectifs dans le laboratoire. La première, c'est de faire avancer les théories importantes pour étudier. Moi, ce qui m'intéresse, c'était les processus motivationnels. Donc, on veut connaître les théories, on veut proposer des théories extrêmement importantes dans le secteur. Le deuxième, c'est d'étudier en milieu naturel, tester ces théories-là en milieu naturel, ce qui nous amène à faire des recherches sur le rôle de la motivation dans l'abandon des études, que ce soit au niveau de la passion puis l'addiction, que ce soit donc des éléments super importants qui ont été repris par plusieurs autres chercheurs au niveau de l'intervention, etc. Et le troisième, c'est de former la relève de demain, donc les futurs profs d'université. Donc, dès le départ, choisir des étudiants au doctorat qui veulent devenir des profs d'université. Puis on a créé, maintenant, il y en a 25 de nos anciens qui sont profs. Donc, l'aspect, l'interface de qui suis-je, qu'est-ce que je veux faire, ouvrir, aller fouiller dans. Tu sais, c'est un peu comme une de mes passions, c'est la musique. Donc, je compose aussi, j'ai ma guitare, puis je compose des chansons, j'aime beaucoup. Et maintenant, quand ceux qui sont des musiciens, puis je ne sais pas, Philippe, si t'es musicien, mais Oui, aussi. maintenant, Oui. bon, ben, tu sais, quand tu composes une chanson, tu regardes ton agencement d'accords, et puis là, tu te dis, faut que tu ailles voir une place où ça t'amène. Faut que tu sois curieux dans la vie, dans la profession, dans tes études, il faut que ça soit ça aussi. T'sais. Donc, tu vas voir, non, 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 ça ne va pas chercher l'émotion que je veux rendre, non, tu reviens, puis c'est pas ça. Ou parfois, wow, ça change toute la toune, puis là, tu recadres différemment. Et puis, je pense que j'encourage en tout cas nos amis étudiants à faire de même, d'aller fouiller, mener. Et la meilleure façon de fouiller, c'est de le faire sans qu'il y ait un coût. Autrement dit, de le faire pendant qu'on étudie au premier cycle. On va aller d'un laboratoire en développement, on va aller d'un laboratoire qui fait de l'intervention, puis on va tester des affaires. Au lieu d'attendre d'être aux études avancées, puis oups, ça va me coûter un changement de programme ou quoi que ce soit, là, ça coûte cher. Mais de le faire pendant que c'est le temps, ça peut être les étés, ça peut être donc d'ouvrir puis être curieux dans où on s'en va, qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce qui m'intéresse, puis est-ce qu'il y a une interface avec qui je suis. Tu parlais des forces précédemment, là. Mhm. Donc, c'est important de pas se perdre de vue. Et puis, les philosophes grecs avaient raison de découvrir qui on est, puis après ça, d'aller voir qu'est-ce qui se passe, puis cette interface-là. Donc, moi, c'est un petit peu tout ça. Puis quand j'ai fait pourquoi étudier les processus motivationnels, ben, c'est ça qui me faisait triper quand j'étais athlète de haut niveau, là. Puis c'est ce qui a expliqué pourquoi j'ai fait le passage de motivation intrinsèque, extrinsèque à passion, c'est que même je me suis rendu compte que le construit de motivation intrinsèque, faire les choses par plaisir, etc., ne correspondait pas à ce que je vivais quand j'étais sur l'équipe du Québec ou en scholarship quand j'étais à l'université. Puis c'était plus passion. Puis on s'est rendu compte finalement qu'il n'y avait rien en psycho là-dessus. Fait qu'on a développé notre propre modèle théorique, nos recherches il y a 20 ans déjà. Et puis c'est là qu'on on est rendu présentement. Oui, ben c'est ça. Ben, en fait, moi, de ce que je vois dans ce que tu me parles, c'est que c'est quelque chose qui s'est toujours accompagné, donc cette passion-là, en fait, pour
j'allais dire l'excellence, mais c'est-à-dire à travers bon, le sport, à travers les personnes qui t'impressionnaient, à travers le fait de pousser le plus loin possible à la fois tes connaissances, puis ce que tu peux être, ce que tu peux devenir, puis accompagner les gens, puis les faire rayonner tout ça. En tout cas, je le vois bien dans tes propos, puis je trouve que tu incarnes bien ça, justement. Mm. Ouais. Ben, c'est un peu ça que on essaie de faire. L'autre chose qui est toujours présente, puis ça, c'est peut-être côté de ma grand-mère qui a toujours été, Imelda, qui a toujours été bénévole, etc. Il y a le côté aussi contribution, remettre au prochain. Pour ça que les présidences dans lesquelles je me suis investi, toujours avec des objectifs de laisser quelque chose après qui pourra Mhm. rester pour ceux qui vont suivre et pour la prochaine génération aussi de professeurs d'université, et puis en les impliquant et tout ça. Donc, ça aussi, ça a toujours été présent. Puis ça, c'est le côté, je dirais, de la famille que ma grand-mère a toujours bien impliquée là-dedans. Ah, super, donc c'est ça, il y a des legs Oui, que tu veux laisser aussi, puis que d'autres personnes t'ont laissé à leur tour. oui. Puis, j'allais dire, tu parlais justement de la passion, de la motivation, évidemment, c'est tes thèmes de prédilection, mais qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Comment ça fonctionne, justement, ces modèles-là de passion, puis aussi de motivation, puis peut-être est-ce que tout ça s'imbrique aussi? Où est-ce qu'on en est par rapport à tout ça? Ben, là, c'est sûr que j'essaie de donner ça dans, comme on dit, dans in a nutshell, là, un peu dans une petite capsule rapide. Ma position personnelle, c'est il y a comme une propensité à l'être humain là, à s'auto-développer. On veut se développer, on cherche à se développer. Puis, donc ça c'est important. Puis ça s'imbrique un petit peu avec la théorie de l'autodétermination. Mhm. Il y a des certaines distinctions, puis je ne mettrai pas trop l'accent sur les distinctions, mais cet aspect de développement de soi, euh, comment est-ce qu'on sait qu'on est dans la bonne direction? Ben, si on a des émotions, on sent que nos besoins, mettons, de compétences, d'autonomie, de connexion avec les autres sont comblés. Si on se sent bien, si les émotions sont relativement positives quand on s'implique dans certaines activités, le message, c'est OK, tu es sur la bonne voie. Si tu sens que c'est pas ça, puis on t'oblige, etc., puis que tu te sens peut-être incompétent, si on va à l'inverse de tes forces, par exemple, ou si tu sens que ça grince, là, you go against the grain, tu sais, là, ben à ce moment-là, peut-être que tu dis, ah, c'est peut-être pas ça, peut-être que je devrais réévaluer, peut-être que je me développerai pas autant que j'aimerais me développer. Puis, vu qu'il y a une recherche de ce, de ce développement de soi, la meilleure façon de le faire, c'est de s'investir dans des activités. Donc, on s'investit dans plein de trucs. Là. On fait ensemble, on discute ensemble, on peut enseigner, on peut faire de la recherche, on peut faire du basket, on peut faire de la musique, etc. Mais la qualité de l'investissement risque de déterminer à quel point tu vas te développer. Donc, si tu le fais, tu sais, to look good, pas, tu sais, les gens vont penser que je suis bon, etc. La qualité de l'investissement est moins de moindre qualité parce qu'à ce moment-là, tu t'impliques, d'un œil, tu t'impliques sur l'activité, d'un autre côté, tu as un esprit de toi-même, qu'est-ce que les autres vont penser, puis c'est pas autant de qualité. C'est ce qu'on peut appeler de la motivation extrinsèque, mais si l'activité est plus de qualité, motivation intrinsèque pour le plaisir, etc., pour me développer, ben là, ça risque de mener beaucoup plus loin. Si en plus tu es passionné, qui est une coche en haut, parce que c'est important pour toi, tu adores ça, et puis ça fait partie de ton identité, ben à ce moment-là, c'est sûr que tu risques d'avoir une implication d'autant plus décuplée. Et il faut faire attention parce que la passion peut être harmonieuse ou obsessive. Et c'est là qu'on fait la distinction entre les deux. La passion harmonieuse, c'est que ça va être intégré dans le cadre d'une identité qui est multidimensionnelle et où la passion pour une activité ne prend pas prédominance à outrance sur les autres et dans qui il n'y aura pas de conflit avec d'autres éléments aussi de ta vie. La passion obsessive, ben, c'est une passion qui est jalouse, qui veut garder pour elle, elle veut te garder pour elle, donc elle va prendre toute la place. Et la passion obsessive peut mener à un certain niveau de développement de soi, mais qui risque d'être limité à l'activité envers laquelle on est passionné, mais qui va avoir peut-être un contre-coup sur le reste de ta vie. Donc, est-ce que tu vas te développer comme personne? Peut-être pas autant que si tu as une passion harmonieuse où l'activité est importante, mais le reste de ta vie compte aussi. Et c'est ce qu'on trouve dans nos travaux.
que la passion harmonieuse mène au développement, soit dans l'activité et dans le reste de ta vie, ce qui n'est pas le cas autant pour la passion obsessive, et qui influe sur le bien-être. On parlait plus tôt, là, avant l'entrevue, des recherches avec certains de mes anciens. Là, alors, il y a Léandre Chenard-Poirier qui est prof à UHEC maintenant, on a travaillé sur le concept de on appelle Optimal Functioning in Society, fonctionnement optimal en société, où que réussir sa vie, c'est plus large que réussir dans sa vie. Donc, tu peux performer dans ton travail, mais au coût peut-être de ta santé, de ton bien-être psychologique, tes relations dans ta vie personnelle, etc., puis la contribution à la société. Donc, nous, la passion harmonieuse, ce qu'on trouve, c'est qu'elle contribue à tout ça. La passion obsessive risque de contribuer à ta performance au travail, par exemple, mais pas autant. Ça peut même nuire à certains éléments de ton fonctionnement optimal, ce qui n'est pas le fonctionnement maximal, mais optimal de tout ça, et éventuellement même t'amener à t'impliquer, à contribuer à la société ou à ta communauté plus immédiate, etc. Donc, ça, c'est le fonctionnement optimal tel qu'on le définit, là, les 5 dimensions. Là. Donc, le bien-être psychologique, physique, relationnel, la performance dans ton domaine particulier du travail, les études, le sport, peu importe, et la contribution à la société. Donc, tout ça est important et on travaille beaucoup là-dessus présentement avec Léandre et avec d'autres aussi. Donc, c'est un peu tout ça là, sur lequel on travaille. Là. Avec côté théorique, je pourrais en parler, bien sûr, de tout ce qu'on fait, mais ça résume assez bien. Oui, je comprends. Donc, à ce moment-là, au niveau de la passion, on a deux types de passion, comme tu disais. Donc, passion qui peut être soit harmonieuse ou passion qui peut être obsessive. Passion harmonieuse qui étant une passion justement pour une activité dans laquelle on s'investit, etc., mais qui s'intègre bien avec le reste des autres sphères de notre vie, alors que la passion obsessive s'intègre moins bien, puis Ouais. on se trouve être là, vraiment très, très centré sur cet élément-là, au détriment finalement des autres sphères de notre vie. Là. Puis là, ça devient oui, un investissement majeur, important, mais qui affecte le Ouais. reste de notre Ah, fonctionnement. puis si je peux me permettre, Philippe, Oui, oui. souviens-toi de ton idée, là, parce que je ne veux pas non plus que tu perdes ton idée, mais les gens souvent vont penser, surtout au milieu du travail, ils vont dire, ouais, c'est bien beau, là, on peut se prendre les mains, puis comment est-ce qu'on se sent, on est heureux, tout le monde, bro, c'est bien beau, là. Mais et la passion harmonieuse et la passion obsessive mènent toutes les deux à l'excellence. Donc, OK. la performance de haut niveau est atteinte autant par la passion harmonieuse que pour la passion obsessive. Donc, les gens qui vont dire, ouais, mais il faut être obsessif pour réussir, c'est faux. Tu peux réussir avec une passion obsessive, mais tu peux réussir avec une passion harmonieuse. La différence, c'est qu'avec la passion harmonieuse, en plus de réussir par avoir un haut niveau de performance, you can still have a life. Tu peux avoir une vie bien réussie à l'extérieur du travail. Et en plus, tu ne vivras pas le burn-out que la passion obsessive va créer, vers laquelle ça va t'amener. Donc, on le voit chez les athlètes professionnels, les deux niveaux de passion, les deux types de passion mènent à l'excellence. On les suit pendant 15 ans. Qui va devenir un joueur professionnel au hockey, par exemple? Les deux types de passion mènent à l'excellence. Maintenant, avec un, tu vas être plus heureux. Avec l'autre, tu risques de souffrir. Ben, c'est ce que j'allais te demander parce qu'on parlait justement de passion obsessive bon, tu sais, qui mène vers l'excellence. Je me demandais est-ce que ça mène toujours vers l'excellence ou justement ça peut mener vers une espèce de dégringolade, spirale Ouais, négative où on aperçoit, on atteint un petit peu l'excellence, mais ça s'effondre quand même assez rapidement. ouais. Ben, c'est en plein ça. Et peut-être pour partager avec nos amis auditeurs, on vient de publier 2 articles, donc un avec avec Virginie Paquette, qui est une de mes anciennes, là, maintenant qui fait un postdoc à l'UQTR, et sur la résilience. Et on a 2 articles, 5 études avec Sonia Rahimi, qui est à l'Université de Carleton, sur résilience et passion. Et ça, c'est intéressant. Autrement dit, en situation de stress, là, tu as un stresseur, les examens de fin de session, etc., puis tu es passionné pour tes études, tu veux bien réussir, tu t'enlignes vers peut-être les études en psycho qui risquent de t'amener quelque part, peut-être au doctorat, etc., puis tu tripes, tu aimes la psycho, euh, et là, tu es en plein milieu de session ou fin de session, puis là, tu as le stress de la fin de session. Quel est le type de passion qui va te permettre de mieux faire face à ce stresseur-là? La réponse, c'est la passion harmonieuse. Parce que même quand tu vis du stress, des émotions négatives, tu vas vivre aussi des émotions positives qui vont te protéger et qui vont même t'amener, si on suit les gens avant la fin de la session, puis après la fin de la session, tu vas même sentir que hey, je me sens mieux que j'étais avant le début de la session, finalement. Donc, mes émotions poussées mènent à un bien-être qui est additionnel et
on a des études qui démontrent avec Sonia, qui démontrent que peuvent affecter la performance objective où la passion harmonieuse mène à une meilleure performance objective que la passion obsessive sous stress dans les études avec Virginie. Et lorsqu'on contrôle l'activité en ligne, la même activité pour tout le monde, performance objective, passion harmonieuse mène à une meilleure performance objective à court terme, suite à avoir vécu un premier échec. Qui se relève d'un échec? Qui va mieux performer après l'échec? Passion harmonieuse. Parce qu'ils ont plus de ressources, parce qu'ils Oui, sont davantage en mesure de tabler sur ces ressources, ce bassin de ressources-là qui est issu de l'équilibre, en fait, de leur passion avec le reste des autres sphères de leur vie. Puis là, ils peuvent à ce moment-là se relever, puis encore une fois, là, tabler sur leur passion, alors qu'une personne qui serait plus dans une perspective de passion obsessive vivrait son échec comme une espèce d'échec absolu, puis il y oui, aurait moins de ressources aussi pour se relever, si je comprends bien aussi, là. oui, Fait que tout c'est à fait. extrêmement important. Oui, tout à fait. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, les gens, ça a plein d'implications pour comment on va faire, on va travailler avec nos jeunes, comment est-ce on va présenter les choses. Souvent, les gens vont dire, pour préparer les jeunes à être résilients, il faut qu'il y ait la vie dure. Pas nécessairement. Au contraire, si failure breeds failure. Si tu es trop dur, et tu n'apportes pas le soutien, l'encadrement pour que les gens puissent avoir au début un début de ressources et puis après ça, ils peuvent sentir que ce n'est pas la fin du monde. On peut dire peut-être avoir un genre de mindset qui ne sera pas tu l'as ou tu ne l'as pas, un peu comme Carol Dweck, un peu, là, où tu peux avoir une approche plus de growth mindset on peut se développer, etc. C'est pas parce que j'ai manqué mon coup une fois que je suis voué à l'échec ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on trouve, parce que vu que les émotions positives sont centrales à cette ressource-là, un peu la théorie euh, what's your name? Fredrickson? Oui, de Barb Fredrickson, ma bonne amie, puis que j'ai oublié de savoir avec qui on a publié là-dessus. Elle va m'en vouloir, Barb, mais bon, sorry, Barb. Mais c'est qu'on trouve, c'est qu'il y a les ressources qui sont associées aux émotions positives, justement. Et ce qu'on trouve, c'est que des études qu'on a fait avec un de mes anciens de tes honneurs, Charles-Étienne Lavoie, qui est en comportement organisationnel à l'UQAM, c'est que la passion harmonieuse mène à un mindset de défi. OK, peut-être c'est difficile présentement, mais je suis capable de faire face aux défis. Versus, oh my God, je suis menacé, puis peut-être je n'ai pas ce qu'il faut. Donc, si le défi est un des défis, donc ton mindset est un des défis, puis je suis capable de faire face à ça, c'est ce que la passion harmonieuse te procure, ben, ça va mener à des émotions positives, même quand c'est stressant, même quand c'est difficile. Donc, les mindsets sont différents. La passion obsessive, ben, c'est un mindset que, oh boy, là, ça va mal. Oh, wow, peut-être que j'ai pas ce qu'il faut, me sens menacé, et là, tout dégringole. Et puis, c'est là qu'on a de la misère à être résilient. Je trouve ça super intéressant. Puis là, je voulais t'amener tout à l'heure, c'est le lien entre les types de motivation autonome et peut-être justement la passion harmonieuse versus le type de motivation contrôlée et passion objective. Puis je mets peut-être, là, parce que est-ce que c'est des ingrédients, si on veut, qui vont mener vers l'un ou vers l'autre? C'est-à-dire que si je cultive une motivation qui est plus autonome envers une activité, un élément, est-ce que éventuellement, tu sais, je peux avoir une relation plus saine avec cette passion-là, puis développer un niveau de passion qui est élevé puis qui est harmonieux versus si je m'investis dans une activité avec une perspective un petit peu plus contrôlée, etc. Puis là, je développe une certaine passion, un intérêt, sauf que d'un autre côté, c'est beaucoup c'est une espèce de régulation externe, là, puis Ouais, on ouais. devient avec une passion qui est beaucoup plus obsessive à ce moment-là. Est-ce que ça se peut? Est-ce que c'est un raisonnement qui se tient? Ça se tient en partie, dans le sens que, puis, de façon peut-être la plus simple au niveau conceptuel, puis on peut le voir peut-être dans la vie de tous les jours aussi, c'est que la distinction la plus simple à faire est entre la motivation contrôlée et la passion obsessive. Et motivation contrôlée, souvent, ben, soit toi-même, tu te pousses à faire quelque chose, puis ça ne te tente pas, ou quelqu'un d'autre te pousse, régulation externe. Alors que la passion obsessive, c'est le contraire. Il faut quasiment te pousser pour t'empêcher de faire l'activité tellement que tu aimes ça. Donc, Hmm. la passion obsessive, ça reste que tu aimes l'activité. La motivation contrôlée, peu importe comment tu regardes, écoute, si on te donne le choix, là, tu sais, quelqu'un qui fait de l'exercice, tu as une pilule miracle. Tu prends cette pilule-là, là, puis tu vas être en shape toute le restant de ta vie, là.
Si tu as une motivation contrôlée, donne-moi mes fameuses pilules, puis je ne ferai pas d'exercice. Si tu as une passion obsessive, oublie ta pilule. Moi, je veux faire l'exercice, j'adore ça, l'exercice, je veux en faire. Ta pilule, garde-la pour toi. Là. Genre, moi, je vais faire l'exercice de toute façon. Donc, si la passion, c'est que tu aimes ça. Peu importe si c'est obsessif ou harmonieux, passion obsessive, tu adores ça. Maintenant, la passion harmonieuse, comparativement à la passion, la motivation autodéterminée ou autonome, ben, la motivation autonome, ce que j'aime pas avec la motivation autonome, c'est que c'est quasiment la fameuse théorie de SDT qui ont quasiment là, 50 ans plus tard sont venus back circle, là, où que les gens avec intrinsèque mené, c'était à l'intérieur de la personne. Ben, ouais, mais t'aimes ça ou t'aimes pas ça? Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que motivation intrinsèque, t'aimes ça, mais c'est peut-être pas important. Autrement dit, ouais, c'est le fun, je triple là-dessus, ouais, ouais. Est-ce que c'est important? Ben non, c'est pas important. T'aimes-tu la crème glacée? Ah ouais, ouais. C'est important? Non, pas vraiment, non. Je peux m'en passer, je mourrais pas, là. Alors que la passion harmonieuse, t'aimes ça. Tu triples là-dessus. C'est important pour toi et en plus, ça te définit. Donc, je suis un prof d'université, je suis un chercheur, je suis un joueur de basket, je suis quelqu'un qui crée de la musique, qui aime ça, qui écrire des chansons, etc. Tu sais, ça fait partie de moi, ça me définit en tant que personne, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour la motivation intrinsèque, puis il n'est probablement pas pour la motivation autodéterminée ou identifiée. Régulation identifiée, il ne faut pas oublier, c'est de la motivation extrinsèque pareil. Il ne faut pas perdre de vue. C'est intégré, mais ce n'est pas intrinsèque identifié. Donc, ce n'est pas au même niveau que la passion qui, elle, tu tripes, tu adores l'activité. Donc, il faut décortiquer un petit peu motivation autonome, là, puisque malheureusement, SDT, là, j'aime pas là, ce qu'ils ont fait là, avec remettre ça tout ensemble, puis là, c'est pas clair, puis tout ça. Là. Ça fait que, théoriquement, là, ils se sont shootés dans le pied par rapport à ça. Il faut les décortiquer. Et puis, maintenant, est-ce qu'initialement, qui était ton point, je pense, est-ce qu'on peut commencer par une motivation intrinsèque qui risque de se transformer en motivation, une passion harmonieuse? La réponse est oui. Il faut commencer quelque part, puis ça peut-être tu vas explorer, tu trouves ça le fun, ça peut devenir important, ça peut faire partie de toi. Éventuellement, je pense que oui. Ça, c'est un bon point. Pour la motivation contrôlée versus passion obsessive, peut-être moins, là. Donc, on perd, pour les intervenants, on perd rien, au contraire, à créer des structures de soutien à l'autonomie, de encadrer les gens, en laissant des choix, etc., où la personne pourra elle-même soit faire comment réaliser un travail de session, comment peut-être faire avec des objectifs, un encadrement peut-être relativement serré, mais faire des choix qui pourront éventuellement mener à soit de la motivation autodéterminée ou encore à une passion harmonieuse. Oui, éventuellement, on crée des structures qui pourront mener à ce développement-là qui est plus sain de passion harmonieuse au travail ou dans les études ou quoi que ce soit. Je pense que ce chemin-là est beaucoup plus clair. Ouais. Je te remercie parce que c'est des distinctions, je pense, qui sont importantes. Puis on va parler souvent de ces concepts-là, justement, de motivation, SDT. Là, on aborde la passion, les dimensions, justement, de la passion, puis comment un se développe versus l'autre, tout ça. Je trouve ça intéressant de voir qu'effectivement, dans la passion, même obsessive, il y a un intérêt fondamental envers l'activité. Fait qu'à quelque part, il y a quelque chose d'intrinsèque. Sauf que de notre côté, c'est la manière dont la personne va gérer cette passion-là qui va en faire une passion finalement qui est à risque là, pour la personne Ouais, versus puis l'autre qui est plus si tu me harmonieuse. permets, tu as raison à 100%, puis tu me permets de faire du pouce là-dessus qui peut être intéressant pour nos intervenants, c'est que vu que certaines de nos recherches démontraient que la passion obsessive pouvait mener à des comportements qui peuvent être parfois moins adaptatifs, mais parfois carrément mésadaptatifs. Par exemple, la passion obsessive pour les jeux de hasard et d'argent. La passion obsessive est très clair. Le lien entre la passion obsessive qui mène au gambling pathologique qui peut mener à de l'exercice, faire de l'exercice à outrance, puis créer des blessures et tout ça. On s'est dit, ben, pourquoi est-ce que les gens, qu'est-ce qui peut mener à cette passion obsessive-là? Et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'est sûr qu'il y a des traits de personnalité, là, mais ce qui est plus intéressant pour les intervenants, parce que c'est plus difficile de modifier une personnalité bien ancrée chez nos adultes, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Puis là, on s'est rendu compte que, et c'est là qu'il y a comme un trou un petit peu dans la théorie de l'autodétermination, ils vont parler de la satisfaction des besoins. Mais nous, ce qu'on regarde l'être humain, puis c'est là que le modèle hiérarchique que j'ai proposé il y a un certain nombre d'années, il est intéressant, c'est que, ben, il y a ce qui se passe dans l'activité, puis ce qui se passe dans le reste de la vie de la personne. Dans le cadre de l'activité,
c'est sûr que si on est passionné pour une activité comme le jeu, par exemple, les jeux de hasard et d'argent, ben, c'est parce que la personne y trouve son compte un petit peu quelque part. Donc, peut-être qu'elle se sent bonne là-dedans, peut-être qu'elle se sent que valorisée, peut-être le contact avec les autres joueurs, peut-être que donc l'aspect de relatedness, l'aspect de compétence, d'autonomie, etc. Mais nous, ce qu'on s'est dit comme hypothèse, et qui a été soutenu dans 6 ou 7 études maintenant, qui mène une série de publications, c'est que ce qui nous intrigue plus, c'est ce qui se passe dans le reste de la vie de la personne. Nous, on s'est dit, on pense que la passion obsessive est une passion compensatoire. Autrement dit, moi, là, j'ai un trou, j'ai un manque dans ma vie tous les jours. Mais là, il y a un endroit dans ma vie où je peux trouver quelque chose puis être facilement, enfin avoir des besoins satisfaits et dans le cadre de cette activité-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais surinvestir là-dedans, développer une passion obsessive parce que je ne le trouve pas dans le reste de ma vie, je le trouve juste là. Et ça va m'amener à développer une passion obsessive qui va mener à plein de conséquences mésadaptatives. Et c'est ce qu'on a trouvé dans 6 ou 7 études, y compris avec Daniel Lalande, un de mes anciens qui est prof à l'UQAC, et avec et d'autres, Jérémy Werner-Fillon, qui est maintenant prof à l'UQO, et puis Anne Holding, qui fait maintenant un postdoc à New York University. Et on a trouvé justement que la conjonction entre l'absence de satisfaction des besoins dans ma vie en général et une certaine satisfaction des besoins dans une activité comme les jeux de hasard et d'argent, ça ensemble, c'est très puissant parce que enfin, j'ai une activité, enfin. Je mets toutes mes billes là-dedans. Et ça mène à une passion obsessive, ça mène à des problèmes, malheureusement, des comportements mésadaptatifs comme l'addiction ou quoi que ce soit. Super intéressant. Fait qu'à ce moment-là, ça peut être une zone à explorer, là, justement, qui est très, très Ben, pertinente, là. tout à fait. Et alors que souvent, les intervenants, lorsque je donne des conférences, viennent me voir et disent comment je peux changer cette passion obsessive pour le jeu, pour ci. Je dis, si vous avez bien compris ce que j'ai dit, ce que je vous dis, c'est pas nécessairement de changer quelque chose qui est très puissant pour l'instant, mais c'est d'ajouter à la vie de la personne. Il faut travailler sur ce qui manque et non pas ce qui est présent. Et donc, pour un intervenant, ça serait d'amener les gens qui ont des problèmes, une passion obsessive, par exemple, pour le jeu, quoi que ce soit, d'ajouter dans sa vie quelque chose de tripant ou développer une autre activité passionnante, que ce soit avec le conjointe, la famille, quoi que ce soit, un autre loisir. Et si on peut développer une passion harmonieuse pour quelque chose dans une autre sphère de vie, la passion obsessive devrait baisser pour l'endroit problématique. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser comme intervenant, c'est pas d'agir là où est le problème, mais de regarder ailleurs dans la vie de la personne. Et c'est pour ça que je voulais souligner auprès de nos intervenants que souvent, on peut penser qu'il y a un problème là, il faut que j'agisse, puis c'est sûr que si la personne vient de perdre sa maison, son travail, etc., avec le jeu, pour l'instant, il faut arrêter le jeu. Mais parfois, ça peut être l'alcool, la drogue, etc. Puis il faut faire attention parce que regardez toujours comme intervenant, et c'est là l'importance de la théorie, euh, quelle est la fonctionnalité d'un construit motivationnel? Quel est le rôle joué? Et dans ce cadre-ci, avec la passion obsessive, c'est qu'il y a un manque dans ma vie, je vais compenser ailleurs. Donc ça, c'est la fonctionnalité. Et le fait de me sentir compétent, au moins une place dans ma vie, ça peut être le travail, ce qui va m'amener peut-être à vivre du burn-out, à négliger ma famille, quoi que ce soit, mais de comprendre qu'il y a au moins je suis bon quelque part dans ma vie. Hey, ça, c'est quelque chose quand même, là. Donc, il s'agit d'ajouter un élément dans la vie de la personne, l'amener à être plus mindful. On sait que la passion harmonieuse mène à du mindfulness. Donc, être plus mindful, créer un autre endroit dans la vie où on peut vivre de passion harmonieuse pour la personne. Et éventuellement, il peut y avoir, tu sais, si tu es passionné de façon obsessive pour le travail, puis là, mener, ben là, tu as le choix. Là, le soir, là, il arrive 5 heures, puis là, c'est le temps de rentrer à la maison, puis là, tu tripes sur ce que tu es en train de faire. Mais tu as quelque chose qui, ah, ce soir, c'est vrai, avec la famille, on s'en va au cinéma. Oh, all right, on tripe là-dessus. Ben là, c'est facile de mettre de côté la passion au travail pour aller vers quelque chose qui t'appelle. Tu sais, il y avait Jean-Jacques Rousseau qui disait les philosophes grecs avaient tort. C'est pas la raison qui contrôle la passion, c'est une autre passion. Et ça, c'est intéressant comme perspective. Et sur le plan intervention, c'est ce que je veux amener à voir les choses différemment. Et c'est là que la théorie puis les recherches nous amènent vers ces interventions-là. Ben, merci, c'est un super bon exemple, effectivement. Je le vois bien, puis ça peut, en tout cas, j'espère que ça peut donner des pistes d'intervention, là, stimulantes d'intérêt là, pour les intervenants. Euh,
Écoute, Robert, je nous envoie dans une autre direction. Tu sais, je sais que tu as été président de l'International Positive Psychology Association. On en a parlé tout à l'heure. Puis à ce compte-là, ben, j'imagine que tu as eu l'occasion d'interagir là, avec différentes personnes, là, Seligman, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu de justement cette période-là où tu sais, qu'est-ce qui t'a amené à t'investir à l'IPPA, puis comment ça s'est passé, puis cette partie-là, en fait? Bon, encore là, on pourrait en parler longtemps, mais peut-être pour faire relativement bref. Quand j'étais président de la Société canadienne de psycho, pendant 3 ans, j'étais en charge on parlait de créer des choses que tu laisses plus tard, là. Donc, j'ai pris en charge le congrès de la Société canadienne où j'ai restructuré le congrès, puis qu'est-ce que c'était important d'avoir. Et puis j'ai interviewé sur Focus Group, on avait certains intervenants, puis les intervenants, ce qu'ils nous disaient, c'est ce que je mentionnais tantôt, on aimerait avoir on aimerait entendre des chercheurs, des théoriciens qui peuvent nous alimenter sur le plan d'intervention pour ouvrir d'autres horizons. Et puis, fait que là, on s'est orienté vers des conférenciers invités. Puis ça fait une grosse partie et c'est encore une grosse partie du congrès qui était ouvert à tout le monde. Et en 2007, il y avait le congrès qui était à Ottawa. Et c'est là que j'ai fait venir Chris Peterson, qui était un de mes chums et puis qui était impliqué en psychologie positive déjà à l'époque. Et c'était commencé tranquillement avec la psychologie positive un petit peu. Là, et je pense que Chris était en train de ce moment-là de travailler sur le premier congrès de psychologie positive à Philadelphie. Et puis, donc, je le fais venir comme conférencier invité. Puis, je présentais mon adresse présidentielle là, comme président sur Passion, etc. Puis il dit, oh Bob, oh wow. Il dit, écoute, il faut que tu viennes présenter au congrès, etc. Parce que là, donc j'ai ouvert la Société canadienne de psycho, puis tout le monde, on avait eu le plus gros congrès, je pense, de l'histoire, plus de 2000 personnes qui étaient venues, puis qui voulaient justement écouter les conférenciers. Mais il y a beaucoup qui ont écouté la psychologie positive, qui ont écouté Chris, puis d'autres, etc. Et puis, on est allé présenter au congrès, je pense, de 2008, je pense, qui était à Philadelphie. Et il m'a demandé par la suite d'être sur le board de IPPA. Puis après mener quelques interventions, ben, ils m'ont demandé d'être président élu. Et puis là, je suis embarqué sur président élu, président sortant. C'était un cycle de 6 ans. Et lorsqu'ils l'ont offert, c'est toujours la même chose que j'ai fait avec les sociétés québécoises, la société canadienne. J'ai demandé du temps pour réfléchir puis voir si je pouvais contribuer quelque chose, si je pouvais apporter quelque chose. Et, sinon, on ne prend pas une présidence pour être président, mais si on peut contribuer, si on peut aider. Et j'avais vu qu'il y avait des éléments importants selon moi, donc l'aspect scientifique, théorique qui était important. Au début, la psychologie positive, telle que moi je la voyais, puis il y avait des éléments comme ça, puis des éléments peut-être que je n'avais pas vus, mais on était au début avec la recherche des effets. Alors, qu'est-ce qui produit tel effet? Donc, les forces sont importantes parce que ça va produire tel impact, etc. La personnalité, ci et ça, etc. Mais la question, si tu veux comprendre la fonctionnalité, c'est pourquoi? Pourquoi il y a ces effets-là? Qu'est-ce qui produit ces éléments-là? D'où l'importance de la théorie. Puis ça, c'était très absent, je trouvais. Donc, c'est là que j'ai amené les conférenciers invités. J'ai amené Ed DC au congrès que j'ai organisé en 2011 à Philadelphie, puisque je aussi. Ed qui a donné un gros congrès, Ed qui a présenté aussi en 2007 quand la Société canadienne, etc. Donc, il y a une ouverture sur l'aspect théorique donne des ouvertures sur la possibilité des interventions parce qu'on a un blueprint, on a un peu des schémas de qu'est-ce qui influence quoi. Et c'est ça, je trouve que j'ai peut-être un des éléments, je trouve que j'ai mis de l'avant dès 2008 avec la psychologie positive et par la suite. Et l'autre élément qui était important, c'est il y a des Miller en 1960 qui était président de la APA avait dit You have to give psychology away. Il faut que tu donnes la chance aux gens de faire partie prenante de la psychologie. Et il avait tellement raison. Donc, ce que j'ai fait en tant que président, je ne sais pas dans quel cycle, c'était président ou président sortant, quoi que ce soit, mais ça a été de créer un terme que, bon, j'ai accepté le terme, là, mais on l'a utilisé comme ça. Moi, quand j'étais président de la CPA, on utilisait le terme les sections de CPA. Puis le modèle APA qui a été adopté un peu, c'est les divisions. Je n'aime pas dire qu'on est divisé, là, mais bon, on a des divisions là, et on a commencé à créer les divisions de l'IPPA. Donc, la première division qui a été créée, c'était les étudiants. Après ça, je pense que c'était santé, etc. Puis là, c'était bien instauré. Donc, ça a été créé un peu ce modèle-là
de sorte que les gens aient une voix un peu sur le Congrès, sur ci, sur ça. Et puis, l'autre chose lors du Congrès aussi de Philadelphie, c'était important pour moi de créer, lorsque j'ai invité, mais ça leur a coûté cher, là, mais on a invité une vingtaine de conférenciers invités et c'était un 2 par 2. C'était hommes-femmes et Amérique du Nord versus le reste du monde. De sorte que ça ne soit pas juste un modèle, bon, c'est qui les meilleurs chercheurs, puis ils viennent 90% des États-Unis. Puis donc, on a un modèle, un 2 par 2, là, hommes-femmes et le monde et un peu l'Amérique du Nord, de sorte qu'on a plus une vision. Et l'autre chose, c'est d'inviter des gens qui venaient en dehors de la psychologie positive, comme des amis, Aryeh Kuglansky, etc., etc., d'autres qui viennent. Herb Marsh, après ça, qui était un de mes amis en Australie. Et puis, de sorte que quand ils retourneraient dans leur monde à eux, ils disaient, waouh, la psychologie positive, c'est fort. Puis c'est ça. De sorte qu'ils pouvaient spread the word, the gospel, puis là, de dire, hey, c'est fort, c'est le fun, etc. Puis là, ben, il y a une vision de sorte qui a amené Herb en Australie de lancer le mot, hey, c'est fort, la psychologie positive, il faut se lancer là-dedans. Ou Henry qui était impressionné, puis waouh, c'est super le fun, etc. Et puis, de sorte qu'on, pas la, preacher un peu aux gens qui sont déjà convaincus, mais des gens qui viennent voir par eux-mêmes c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, et puis qui ont été influencés. Donc, un peu cette année d'ouverture un peu sur le monde, qui est un des éléments qui ont été critiqués un petit peu en psychologie positive à l'époque, de sorte que c'est un peu fermé, en dehors de la psycho, ce qui n'est pas le cas, là. Donc, c'est un petit peu, c'était les éléments que j'ai apportés, et puis l'implication des étudiants beaucoup. Donc, un peu tout ça que j'ai essayé d'amener. Ah, c'est super. Ben, effectivement, moi, je peux en témoigner. Je veux dire, on a vu cette évolution-là qui était hyper intéressante, là. C'est vrai que les premières années, au niveau de la psychopositive, on était beaucoup sur les relations, etc., les effets, tout ça. Puis, on a eu un intérêt, on l'a vu là, dans les recherches, là, de plus en plus vers les processus, donc qu'est-ce qui explique ces relations-là. Puis de plus en plus, on poursuit là, avec les interventions. Tu sais, maintenant, comment agir sur ces éléments-là, quelles sont les conditions, quels sont les protocoles qui fonctionnent, puis qu'est-ce qu'on peut tester, puis démontrer, là. C'est super intéressant. Puis toute cette ouverture-là, tout ça. Moi, j'ai eu l'occasion de, de- de participer à différents congrès, 2015, 2017, 2019. Puis bon, puis, on voit que toute cette internationalisation-là qui a été très, très, très présente, là, puis qui se trouve être un leg, là, justement. Fait que Ouais. L'autre chose aussi, le Québec et le Canada est très présent dans la psychologie positive, hein. Donc, il y a la Société canadienne de psychologie positive qui est quand même présente. Il y a le gros groupement québécois là, qui nous écoute présentement. Et puis, il y a aussi l'aspect des étudiants. Et puis ça, j'encourage beaucoup les étudiants avec qui j'interagis, d'être partie prenante un peu de ces mouvements-là, d'être présents. Tu sais, souvent, les étudiants vont dire, ah, mais quand je serai prof, non, non, embarque tout de suite, là. Tu sais, c'est le temps de participer. Tu sais, là. Donc, mes étudiants, que ce soit à l'UQAM ou ailleurs, ceux qui sont sur les différentes sociétés, là, c'est le temps de s'investir et de sorte que ça donne une ouverture, puis de voir comment les choses se font. Et puis, donc, c'est jamais attendre, dire, ben, quand je serai au doctorat, non, embarque tout de suite en recherche, embarque tout de suite dans les comités. C'est le temps de le faire, là, tu sais, là, c'est le temps de. Tu sais, comme mes anciens, ils savent, là, tu sais, qui ont été formés au laboratoire, dès qu'ils arrivent, là, au mois de mai, avant de commencer en septembre, on embarque tout de suite en recherche. Puis je leur dis, ben là, éventuellement, vous allez le voir, ça va se faire éventuellement, là, petit à petit, mais on va créer une identité de chercheur. Vous êtes présentement des chercheurs qui suivez des cours. Plus tard, vous serez des chercheurs qui enseignez des cours. Et c'est vrai, vous êtes présentement peut-être des étudiants vous participez en psychologie positive, mais participez, soyez partie prenante. Soyez pas juste des consommateurs, mais investissez-vous. C'est un peu le message que je lance, là. Vous pouvez être proactif dès maintenant, embarquer dans le processus. Oui, puis ça rejoint ce que tu mentionnais aussi au début, d'essayer des choses, voir qu'est-ce qui nous allume, Mhm, puis à ce mhm. compte-là, justement, c'est là qu'on peut confirmer, puis qu'on peut vraiment s'investir là, de façon encore plus autonome, là. Ouais. Effectivement, puis d'ailleurs, au RQPP, il y a la division étudiante, là, dans laquelle il y a différents étudiants qui s'investissent, puis qui peuvent justement s'impliquer à la fois dans l'organisation des congrès, les événements, rencontrer les différents chercheurs, tout ça. C'est, ouais, je te rejoins parfaitement là-dessus, je trouve que c'est essentiel, là. Mm. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Puis, écoute, comment tu vois justement la suite? On a parlé beaucoup de
bon, l'IPPA, la psychopositive, comment ça s'est développé dans les dernières années, tout ça, mais si on se projette là, sur les 5, 10 prochaines années, euh, où est-ce qu'on est rendu actuellement? Puis comment tu vois la suite? Vers où on s'en va? Puis qu'est-ce qui nous attend, en fait? Moi, je pense que je vois ça à deux niveaux. Je pense que c'est vrai, il y a une consolidation là, qui doit être faite parce qu'il y a beaucoup d'efforts morcelaires un petit peu partout qui se font en psychologie positive, différents construits, etc. Puis ça, c'est super bien. Je pense qu'éventuellement, il va falloir faire une genre d'intégration de tout ça. Je pense il va falloir éventuellement créer aussi je sais pas le terme en français, mais des task force menées pour Hmm. multidisciplinaires, pour focuser sur peut-être il y a des éléments mésadaptatifs qu'il faut régler, puis il y a des éléments plus adaptatifs qu'il faut faire. Donc, créer sur des thèmes qui vont nous amener à avoir des intervenants, des chercheurs, pour comment est-ce qu'on peut travailler en amont, à différents niveaux, de court terme. Et donc, j'aime beaucoup, tu parlais plutôt de la Société royale du Canada. Ils travaillent beaucoup sur le modèle de task force multidisciplinaire. C'est une des choses qu'ils font bien. Ce qu'ils font ou qu'ils pourraient améliorer, c'est peut-être de rendre plus disponible ou plus de marketing sur les documents qui découlent un peu de leur truc. Là, mais un de nos bons chercheurs au Québec en développement social, Michel Boivin à Laval, qui fait des trucs super le fun, qui a participé à certains task force. Il a piloté un sur les jeunes aussi. Là. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut peut-être qu'on regarde à court terme, tout en mettant des jalons quelque part là, en amont, là, voir qu'est-ce qu'on peut faire, parce que c'est important de comprendre pour agir, mais on n'est pas obligé d'attendre la prévention avant d'agir maintenant. Donc, on peut travailler à différents niveaux, puis on a différentes forces au Québec, au Canada, sur différents thèmes. Et je pense que si on regroupe les gens là-dessus, on peut régler les problèmes à court terme, puis on peut mettre des places à plus long terme. Et j'aime beaucoup l'approche de la Société royale à ce niveau-là. Je pense que l'aspect de mettre ensemble des chercheurs, des intervenants, même des étudiants peut créer une synergie qui peut être super intéressante. Puis l'approche peut-être là, de focuser sur une thématique peut être très, très intéressante. L'autre élément qui peut être intéressant aussi, c'est d'étudier qu'est-ce qui se fait présentement ailleurs pour voir comment on l'étudie. Ça, c'est une des choses au Québec, on a souvent des notes à prendre de ce qui se fait ailleurs. On essaie toujours, pas toujours, mais bien souvent de réinventer les roues au lieu de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. La psychologie positive est très forte en Australie, très forte au Royaume-Uni. Il y a des éléments un petit peu en France. Charles Martin Crum, un de mes bons amis, qui fait des efforts là-bas. Donc, il y a des éléments qui se font un peu, là, puis voir comment est-ce que ça se fait. Il y a beaucoup de formations qui font partie du cursus universitaire en psychologie positive dans d'autres pays qui ne se fait pas encore ici. Ça prend tout pour qu'on ait, je sais qu'il y a un cours en psychologie positive au doctorat donné par Mireille Joussemet à l'Université de Montréal. J'ai réussi à convaincre les gens à l'UQAM qu'on va avoir un cours en introduction à la psychologie positive au niveau du premier cycle. Mais il n'y a pas de programme en tant que tel. Il faudrait voir s'il y a un désir, un élément là-dessus. C'est un des éléments que je vois pour l'avenir éventuellement. C'est pas obligé d'être peut-être dans le cursus régulier. Ça peut être aussi des intervenants qui sont intéressés par cette dimension-là, créer un certificat ou quelque chose des Oui. éléments comme ça. Il y a cette possibilité-là. Donc, il faut regarder un peu, désolé, là, mais outside the box un petit peu là, pour voir là, qu'est-ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire ici, qu'est-ce qui collerait bien ici, est-ce que travailler à différents niveaux, l'aspect multidisciplinaire. Donc, tout ça est possible en même temps que la recherche continue, que l'intervention est alimentée, et aussi de créer une plateforme, ce que vous faites bien, je trouve, la RPPQ, là, présentement, avec un élément, un endroit d'échange relativement flexible, donc où ces discussions-là sont possibles, tout en ayant aussi une connexion avec la CPPA, là, donc au niveau canadien, et rester au courant. Il faut être ouvert, il faut être conscient de ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce qu'on fait ici aussi, et où on veut aller en discutant, en échangeant. C'est un peu ce que je vois là. Un peu, là. Oui, puis tu parlais des programmes, effectivement. Il y a beaucoup de maîtrises là, qui vont se donner, justement, peut-être en Europe, aux États-Unis, Master Ouais, Positive ouais, Psychology, etc. C'est vrai qu'au Québec, ça pourrait être hyper intéressant de développer quelque chose comme ça. Là. Oui, ouais, tout à fait. tout à fait. Et puis, dans une autre vie antérieure, plus récente celle-ci, quand j'étais allé faire un passage à l'Université McGill,
my God, time flies, mais il y a 10 ans, lorsque j'étais directeur du département de EdSec and Counseling, j'avais lancé l'idée, puis on était prêt à embarquer là-dedans, là, d'avoir justement un genre de certificat pour nos enseignants, donc la psychologie positive en éducation. Et la faculté était intéressée. Et juste pour lancer l'idée, il y avait une ouverture. Est-ce qu'on garde une bonne partie des profits, là? Donc, il y a quand même, les gens vont dire, ah, ça coûte cher, ça coûte cher. Oui, bien, tout dépendant. Si tu fais du bon marketing, si le produit est bon, il peut y avoir un investissement. Puis souvent, tu négocies avec ta faculté. Tu peux garder un élément intéressant aussi, là. Donc, il n'y a pas juste des coûts, il peut y avoir quelque chose qui peut. Il n'y a rien qui peut être aussi pratique que quelque chose qui est solide, puis qui se tient bien, qui est étoffé scientifiquement, puis qui va aller chercher un engouement, puis à un moment donné, tu te retrouves que tu as un impact dans la société. Wow! C'est trippant quand si tu réussis à faire quelque chose comme ça, les gens vont embarquer, là, donc, c'est vendable, c'est Oui, marketable. oui, tout à fait. Effectivement, ben, il y a un besoin pour ça. Puis moi, ça me permet de faire le pont un petit peu. Je reviens vraiment, par exemple, au tout début de la psychopositive. Évidemment, tu sais, je pense que l'objectif initial, c'était de dire, ben, il y a un besoin là, par rapport à développer des connaissances scientifiques sur le bien-être, sur le fonctionnement optimal, parce que cette place-là, elle est vraiment disponible, là. Il y a beaucoup d'espace, puis de développement, puis de découverte, de contribution qu'on peut faire sur ce plan-là. Euh, je me rappelle que Seligman même, lui-même mentionnait, bon, psychologie positive, c'est un terme qui lui-même souhaitait qu'il soit temporaire, puis que ces connaissances-là soient intégrées avec le temps à la psychologie classique, entre guillemets, là, si on peut Ouais, l'appeler ouais. comme ça, qu'on cesse à la limite de parler de psychopositive, mais que tout ce corpus-là soit intégré. Puis tu parlais tout à l'heure de ce besoin-là, tu sais, qu'on a actuellement de peut-être justement consolider, voir où est-ce qu'on s'en va avec la suite. Je trouve ça intéressant de voir la progression qui a été faite dans les 20 dernières années, à savoir, on a développé beaucoup de connaissances justement sur le bien-être, sur le fonctionnement optimal, sur les effets de ces éléments-là, sur les processus, sur les interventions. Puis là, ça s'est développé dans plein de champs, là, comme tu parlais tout à l'heure, l'éducation aussi, etc. Ce besoin-là de consolider, est-ce qu'il y a un pont à faire avec cette affirmation-là de Seligman initiale, tu sais, qui disait là, Ben, ça serait c'est, intéressant que ça soit intégré finalement? je pense, c'est un peu ce que j'essayais de faire en 2008, donc 2011, quand j'ai présidé le congrès de psychologie positive là, international, c'est de prendre des gens comme Kuglinski, comme Herb Marsh, etc., puis de venir au congrès, puis après ça, de retourner dans leur milieu, puis c'est un petit peu ça. Je pense qu'on n'est pas près de ce que le terme de psychologie positive puisse disparaître. Je pense que ça va s'intégrer au corpus. Le nom va risque de rester. Je pense qu'il va y avoir un effet des deux. Peut-être un élément peut-être que je voudrais souligner pour nos amis intervenants, donner un exemple de ce que je disais comme mener là, de think outside the box. Et puis souvent, on a cette mentalité comme intervenant que, bon, psychologie positive, c'est bien beau, là, mais je vais attendre, si j'ai quelqu'un qui est dépressif et puis qui va vraiment pas bien, on va attendre à ce qu'il aille un petit peu mieux avant qu'on regarde l'autre côté de la clôture puis du continuum. Mais il y a quand même des recherches qui démontrent qu'il y aura plutôt un élément de deux continuums. Un continuum de mal-être, un continuum de bien-être. Ça veut dire que tu n'es pas obligé d'être rendu au bout du continuum d'avoir réglé le problème de mal-être ou d'être à plus un avant de regarder comment je peux l'amener la personne à être, mettons, faire de côté du fonctionnement optimal. Quand je suis allé donner une conférence à l'Université de Lyon, en faculté de médecine en psychiatrie, j'ai donné un exemple que, selon nos recherches à nous, euh, si tu travailles avec quelqu'un qui a des problèmes sérieux, peut-être un élément qu'on n'est pas obligé d'attendre d'avoir commencé à avoir réglé les problèmes avant de l'amener vers du côté du fonctionnement optimal. Et je dis quelqu'un, par exemple, qui tripait je sais pas, sur la musique, puis là, mener, ben, ça va mal dans sa vie, etc. Puis peut-être que l'encourager progressivement à reprendre cette activité-là peut l'aider à surmonter les problèmes dans sa vie. Puis c'est plus facile de travailler sur des éléments à régler. Si à un moment donné, tu sais, c'est comme quelqu'un qui a eu un coup de soleil, puis là, tu frappes dessus, puis hey, ça fait-tu mal? Ouais, si tu frottes sur l'autre bras, peut-être c'est ça. Avant de commencer à frotter sur là où il y a eu un coup de soleil, peut-être commencer à de la crème de l'autre bras, peut-être c'est moins pire. Et puis, il y a un psychiatre qui m'a dit, il dit, j'ai eu une anecdote qui va exactement dans le même sens. Il dit, on a travaillé avec quelqu'un qui est avec un suicidaire.
Et puis, le jeune homme en question, ils l'ont attrapé dans sa chambre, dans son appartement. Là. Il était sur campus, donc il était dans sa chambre. Et puis, la corde au cou, là, ils l'ont sauvé in extremis. Et là, ils ont commencé la thérapie, etc., avec lui. Puis, il était étudiant en médecine. Et dans les discussions, les échanges qu'ils ont eus avec le psychiatre, il a dit, ben là, pourquoi tu es médecine? Ah, ben, ça fait plaisir à mes parents, etc. Et puis, à un moment donné, ben, ça progressait jusqu'à un certain point. Tout à coup, lors d'une rencontre, le jeune homme, il rentre dans le bureau, puis il avait de l'air différent, sa démarche un peu différente, les yeux allumés. Puis le psychiatre lui demande, il dit, ben là, ça va? Il dit, ouais, pas tranquillement, là, c'est sûr, pas régler tous mes problèmes, mais ça va mieux. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Il dit, j'ai recommencé à jouer de la guitare. Et c'est là que, même s'il n'a pas réglé tous ses problèmes, c'est qu'on peut ajouter la psychologie positive, certains des éléments qu'on sait, à la psychologie clinique lorsqu'il y a des problèmes ou quoi que ce soit. On n'est pas obligé, c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas de régler tous les problèmes cliniques avant d'embarquer de l'autre côté de la clôture, mais on peut avoir un dosage, on peut amener, même si on sait qu'on n'a peut-être pas tout réglé. Et les recherches même de Seligman, puis de Ansouk et puis de Chris Peterson, les méta-analyses le démontrent, les éléments de psychologie positive peuvent être efficaces pour régler des problèmes cliniques. Donc, il y a ces éléments-là. Puis pas perdre de vue que l'un peut aller avec l'autre. Et donc, c'est pas l'un ou l'autre. Donc, gardez ça en tête parce qu'il y a des anecdotes, puis nos travaux semblent démontrer que ça va dans ce sens-là aussi. Oui, absolument. C'est ça, effectivement. Je suis 100% d'accord. On voit que ces outils-là qui ont été développés par la psychologie positive s'appliquent particulièrement bien en contexte clinique. Là. De plus en plus, il commence à avoir des connaissances qui sont développées sur certains troubles en particulier pour lesquels certains éléments de la psychopositive s'avèrent particulièrement efficaces. Là. Il y a des travaux très brachés Ouais. là-dessus, entre autres. Là. Ouais. C'est super. Euh, beaucoup de choses à dire là-dessus, effectivement. Ouais. Écoute, en même temps, c'est ça, je me demandais, au niveau de la psycho-organisationnelle spécifiquement, psycho-organisationnelle positive, qu'est-ce qui, si on regarde par exemple les défis des organisations là, qui s'en viennent, on parle beaucoup de rétention du personnel, on parle de l'intelligence artificielle, on parle de toute une panoplie de défis là, qui s'en viennent pour les organisations. Euh, comment la psychopositive organisationnelle peut peut-être apporter des éléments de solution, à ton avis, pour les défis qui s'en viennent là, dans les prochaines années? Ouais, c'est sûr que ce que tu viens de mentionner, là, on ratisse très large. Là. Il y a beaucoup d'éléments dans ce que tu mentionnes. Euh, Moi, je pense que on manque jamais notre coup si dans les organisations, on perd pas de vue qu'est-ce qui va faire, qu'est-ce qui va amener un être humain à bien fonctionner, à être heureux, quoi que ce soit, puis à se sentir que la personne est considérée. Jamais on va perdre, on est perdant à traiter, donc on ne peut pas perdre de vue la personne dans l'organisation. Et il y a des recherches intéressantes qui ont été réalisées par Liu et collègues en 2011. Euh, Puis ce qui les intéressait, c'était d'étudier le rôle de la structure et de la personne dans le développement de la créativité auprès de la personne dans les organisations. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que le soutien à l'autonomie, qui permet de préserver le besoin d'autonomie qui est fondamental chez l'être humain, là, si on regarde l'aspect métathéorique qui nous intéresse dans notre perspective organismique, et joue un rôle important pour développer la passion harmonieuse au travail qui menait à la créativité des employés telle que évaluée par le superviseur. Donc, quand même intéressant. Alors. Donc, toutes les organisations sont intéressées à avoir des personnes créatives qui ont fonctionné à un haut niveau, performance, etc., une créativité. Ce qui va permettre aux organisations de fonctionner à un haut niveau, c'est ce qui va permettre de se démarquer. Donc, si on est créatif dans une sphère, etc., ben, à un moment donné, on risque peut-être de percer. Qu'est-ce qui va... On risque d'être unique, même avec les défis d'intelligence artificielle, etc. Si on se démarque, ben, ça va être intéressant. Et qu'est-ce qui permet de développer cette créativité-là? C'est la passion harmonieuse de nos employés. Maintenant, qu'est-ce qui va permettre
as développé cette passion harmonieuse-là, c'est le soutien à l'autonomie. Et ce qui est intéressant, c'est que le soutien à l'autonomie existait à deux niveaux. Le soutien à l'autonomie existait de la structure immédiate de l'équipe de travail, qui encadrait un petit peu les employés, mais également, si ça n'était pas un soutien à l'autonomie, mettons, efficace, c'était l'ensemble de l'entreprise. Autrement dit, il y a toujours deux niveaux, il peut y en avoir plus que deux, là, mais au moins deux grands niveaux, là, ce qui a été étudié dans l'étude de Liu et collègues. Là. Quels sont les principes de base de l'organisation et est-ce que c'est soutenu par le board, par les acteurs principaux et la structure immédiate. Donc, si, par exemple, la structure organisationnelle très large n'est peut-être pas adéquate, mais la structure immédiate l'est, on peut préserver au niveau de l'individu, de préserver. Mais même si au niveau immédiat, le message qui est lancé est quand même relativement puissant, puis on y croit, ça peut préserver. Donc, il y a toujours ces deux niveaux-là. Puis, dans une organisation, c'est bon de garder en tête que ce n'est pas juste le superviseur, il y a les collègues, l'équipe, etc. Et le message centralisé aussi. Donc, ces deux éléments-là sont cruciaux, d'après moi, pour une organisation. Et ne jamais perdre de vue que ce qu'on veut, ce n'est pas nécessairement des passionnés obsessifs qui vont vivre du burn-out, puis qu'il va y avoir un turnover dans le milieu de l'entreprise ou quoi que ce soit, mais une passion harmonieuse peut amener les gens à triper, à connecter, etc., puis ils vont être créatifs, puis ils vont être bien dans leur vie, au travail et dans leur vie en général. Si on peut créer ça, l'entreprise est importante, puis il y a ces deux niveaux-là qui peuvent nous aider. Donc, c'est un petit peu un message dans ce sens-là. À ce moment-là, c'est ça, la contribution va être optimale, là, Exact, nécessairement. exact. Tout à fait. Ouais. Puis, à ce compte-là, justement, est-ce qu'il y a peut-être des ressources ou des éléments que tu recommandes aux professionnels qui nous écoutent, les intervenants, les psycho-organisationnels, les spécialistes de la gestion des ressources humaines, les gestionnaires, pour appliquer ces outils-là de la psychologie positive là, en contexte organisationnel? Ben, la première chose, c'est d'essayer on se répète souvent par rapport à ça, mais surtout avec tout ce qui est disponible sur le web et tout ça, là, mais c'est d'avoir des sources crédibles d'informations. Donc, ceux qui sont intéressés et qui peuvent le faire, aller regarder ce qui sort régulièrement sur la littérature scientifique. Si c'est un défi, ben, lorsqu'on est membre, par exemple, de la Société canadienne de psychologie, je pense à chaque semaine, là, il y a un digest là, qui sort là, avec des liens, avec des comptes rendus plus appliqués là, qu'est-ce que les recherches démontrent sur certains milieux, etc. Il y a d'autres ressources, IPPA a des ressources aussi. Nous, sur notre site web du Lab, on a quand même, puis on a un lien aussi plus appliqué. Donc, d'essayer de connecter avec ces endroits-là qui peuvent être disponibles, qui vont peut-être présenter de l'information. Ce que vous faites présentement à la RPPQ est super le fun aussi. Donc, et c'est là le lien qui va être fait avec de l'information crédible et comment moi je peux l'utiliser par rapport à mon intervention ou quoi que ce soit. Et c'est là que ça devient intéressant. Et puis, souvent, les gens peuvent penser, tu sais, lire la littérature, c'est peut-être difficile, etc. Mais souvent, les chercheurs eux-mêmes vont avoir un site web, vont rendre disponible certains trucs. Donc, de ne pas se gêner de faire ces démarches-là, puis il peut y avoir des informations super intéressantes qui peuvent être disponibles. Effectivement. Puis comme tu le mentionnais, les sites web des chercheurs ou des labs, Ouais. tu vas avoir des fois des rapports, tu vas avoir des choses qui sont où on va synthétiser l'information, puis ça donne des clés, des outils là, Ouais. extrêmement intéressants. Puis je pense que ce que je peux ajouter aussi, c'est un peu de collectionner tous ces éléments-là nous permet, là, avec le temps, de pouvoir piger à droite et à gauche dans toutes ces différentes références-là, ces différents outils-là, puis ça vient abreuver notre connaissance, puis ça vient en même Ouais. temps là, être des outils extrêmement utiles pour la pratique. Tout à fait. Et puis, tu as parfaitement raison, là, dans le sens que tu peux développer aussi un ensemble de ressources. L'autre chose aussi, à force de le faire, on développe aussi une pensée critique. Et ça, c'est intéressant c'est pas parce qu'à un moment donné, j'ai atterri sur un site quelconque et puis qu'ils me disent de faire ça, puis que ouais, d'où ça vient, quelle est la source, etc. Ouais, puis je n'ai pas vu d'aspect substantif relié à ça. Peut-être qu'il y a d'autres choses que cette source-là. Donc, développer une pensée critique est très important aussi de ce côté-là. Il y a aussi le site de SDT aussi est intéressant, là.
Le C'est- Self-Determination Theory, qui a un centre là, qui rend disponible aussi beaucoup d'informations sur la théorie d'autodétermination qui peut être super intéressante. Effectivement, c'est ça. Donc, des articles, des livres, des vidéos, il y a beaucoup de choses Ouais, qui sont disponibles sur ça. C'est ouais, tout à ouais, fait. ouais. Ben, écoute, je te remercie. Puis en terminant, je te poserai une dernière question. Ce serait à savoir si tu as parlé tout à l'heure là, des étudiants, la relève, tout ça. Si tu avais un conseil à offrir là, aux étudiants qui s'intéressent à la psychologie positive, particulièrement en contexte organisationnel, qu'est-ce que ça serait? Ben, c'est encore là, c'est de soyez curieux et souvent, ça c'est malheureux. Moi, je me souviens quand j'étais les étudiants au Québec, c'est pas une critique, là, c'est un constat. Là. Souvent, ils disent bon, la date limite pour postuler, là, c'est le 1er février, OK, donc bon, le 15 janvier, je vais contacter les profs puis voir qu'est-ce qui est possible, hein, Seigneur. Quand j'étais prof à l'Université de Guelph, je me souviens, les étudiants en deuxième année me demandaient Monsieur Dr. Valorant, c'est ça qui m'intéresse, etc. C'est qui les bons qui sont là-dedans, là? C'est qui les meilleurs, etc. Donc, les autres, un an et demi avant le temps, là, ils venaient me voir, un an et demi avant. C'est, et souvent, il y a une petite gêne qui s'installe chez les étudiants. On ne veut pas déranger, etc. Mais maintenant, soyez assurés, chers étudiants, que si vous contactez un prof d'université avec un intérêt là, qui est réel, etc., vous ne dérangez jamais. Jamais, jamais. Ils sont contents, au contraire. Faites des contacts tôt, regardez, soyez curieux, allez sur Google Scholar, regardez les thèmes là, qui vous intéressent, fouillez c'est qui les meilleurs là-dedans, puis gênez-vous pas. Puis, moi, je me souviens d'un de mes anciens à thèse d'honneur, que je nommerai pas, qui est maintenant prof d'université ailleurs au monde, là, et puis il fait sa thèse d'honneur avec moi, puis il me dit ah ouais, je m'en vais à recherche-intervention à l'UQAM. Je dis vraiment, tu tripes, tu as la passion pour la recherche, puis recherche-intervention. Tu vois, ouais, ben je sais pas, j'ai peur à mener si jamais, au cas où. Tu vois, mais tu sais, recherche-intervention, ça va être quoi? Ça va être de l'intervention avec une thèse, et puis tu ne feras pas beaucoup de recherche en tant que telle, alors que si tu fais de la juste recherche, ben, l'année, ça va être de la recherche, et puis avec des cours, puis tu vas faire 7-8 études, tu vas publier, tu vas triper, etc. J'ai dit, pense-y. Une couple de semaines après, il a dit, tu as raison, tu sais, puis je pense que de plus en plus, je pense que je vais peut-être aller en recherche. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce qui te fait triper, là? Qu'est-ce qui te fait triper? Fait que là, il me dit, ben, c'est ces thèmes-là, tu sais, social cognition, puis les buts, puis tout ça. Je dis, OK, ouais, puis un peu de motivation. Puis là, où tu voulais étudier? Ben là, je pensais étudier peut-être à Montréal, au Québec. J'ai dit, tu sais, à un moment donné, tu peux peut-être étudier un peu plus large, peut-être, tu fais le tour, puis tu décideras, mais après avoir vu ce qui se fait, puis il dit, oui, mais ça coûte cher à étudier aux États-Unis, quoi que ce soit. Je suis là que tu te trompes, tu vas faire de l'argent si tu étudies aux États-Unis. Et là, il m'a regardé avec des gros yeux. Il dit, tu commences à faire de l'argent. Ben oui. Oui, mais c'est 60 000 US si je vais aux universités. Mais non, 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 oublie ça. Au doctorat, si tu es accepté, si tu es accepté au programme, vraiment, c'est gratuit. Toute la scolarité est payée. Ils vont te payer pour être un TA, Teaching Assistant. Donc, tu vas faire un salaire. Puis si tu as une bourse du CRSH, etc., tu placeras ton argent en banque. Mais ton scolarité est payée, tu vas faire des sous, tu vas être payé, tu mettras ton argent en banque, etc. Et puis tu vas faire de l'argent en étudiant aux États-Unis. Moi, je n'en reviens pas, là. Ce que j'ai dit, puis c'est ce qu'il a fait. Puis il est allé chez un de mes amis pour faire son doctorat, puis maintenant il est prof ailleurs. Et les étudiants ne sont pas au courant de ça. Je ne comprends pas pourquoi, là, mais ils ne sont pas au courant qu'il y a d'autres choses qui existent. Il s'agit de vouloir, puis d'être renseigné. Donc, soyez curieux, renseignez-vous, cognez aux portes des profs. Moi, je rencontre des étudiants régulièrement à chaque session pour les renseigner là-dessus. Puis, je regarde qu'est-ce qu'ils font triper, puis qu'est-ce qu'ils aiment, puis je suis là pour les aider. Puis je peux mener une petite demi-heure, un petit 45 minutes, puis allez cogner. Gênez-vous pas, contactez les profs, puis il y a des bonnes choses qui vont sortir de votre curiosité. Tout à fait. Je peux juste franchir là-dessus. Je suis 100% d'accord. Toute cette question-là, justement, d'études, de doc, tout ça, ça se prépare dès le bac en allant justement voir les profs qui nous allument, en allant consulter, en allant voir, en s'impliquant dans différents projets, en essayant des choses, puis en allant aussi dans les congrès pour voir, puis s'alimenter de tout ça. Puis là, on se familiarise avec tout ça, puis ça nous permet
de voir qu'est-ce qui nous allume, de s'investir dans ça, puis d'être vraiment certain de nos choix par après, puis d'être en contact avec toutes ces personnes-là qui peuvent nous inspirer, comme tu l'as mentionné au tout Ouais, début toi-même, dans ta propre carrière. Et là, on découvre des choses, puis hop, là, ça devient justement une passion, ça devient quelque chose de complètement intrinsèque, puis c'est ça tout à qui fait fait. notre trajectoire par après. Là. Mm. Tout à fait. Bon, c'est ce que je souhaite à tous les étudiants. Et puis, gênez-vous pas. Les profs, c'est rare qu'ils vont vous revirer, là. Puis, s'il y a un prof qui vous allume, comme tu viens de mentionner, ben, peut-être voir si avez-vous avez-vous besoin de quelqu'un dans le laboratoire, avez-vous des choses. Mm. Gênez-vous pas. Ouais, tout à fait. Ben, écoute, sur ces conseils, puis ces paroles, puis cet entretien extrêmement stimulant, je te remercie vraiment beaucoup, Robert. C'est très, très, très apprécié. Puis, j'espère que ça aurait pu susciter la curiosité de nos intervenants, de nos chercheurs, de nos étudiants aussi. Puis, évidemment, ben, comme tu le mentionnais, s'il y a des questions complémentaires, ben, j'imagine qu'ils peuvent s'adresser à toi, puis Tout à fait. communiquer avec toi, ou en tout cas avec leur PP si vous le souhaitez, ça va toujours te faire plaisir. Tout à fait. Avec plaisir. Merci de l'invitation, Philippe. Et puis, félicitations aussi pour la belle initiative, là. Je pense que ces entrevues peuvent être intéressantes pour tout le monde, là, je pense. Bravo. Ben, je te remercie beaucoup. Ça Donc, marche. oui, donc à la prochaine à ce moment-là, puis on se revoit à ce moment-là dans les congrès, dans les autres opportunités, là, à la fois avec toi, Robert, puis avec toute la communauté. Donc, Tout à merci fait. encore. Merci. Nous espérons que cette classe de maître a permis de vous inspirer pour la mise en application de la psychologie positive en contexte organisationnel. Si vous souhaitez en connaître davantage, n'hésitez pas à consulter notre recueil de ressources, section Travail et organisation. Vous y trouverez des suggestions de lecture et des vidéos sur différents thèmes. Nous vous donnons rendez-vous pour l'écoute de votre prochaine classe de maître.